monsieur Berniaud Jean-Philippe de l'atelier Au Cuir d'Antan, donc spécialisé dans l'accessoire en cuir pour la reconstitution historique et surtout les chaussures. Alors voilà, donc beaucoup d'objets ayant un rapport avec l'histoire, donc l'histoire de la chaussure de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, et à côté de ça, je fais aussi un petit peu de petite maroquinerie, mais c'est plus accessoire. Passion de l'histoire qui est devenue un métier. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré l'histoire, et il y a quelques années, une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant, je travaillais dans l'informatique, dans la maintenance informatique. J'ai perdu mon ancien emploi. Il a fallu et tout le monde, je faisais beaucoup de camps de reconstitution historique. Je faisais déjà des chaussures, mais pour moi, pour m'occuper sur les campements. Et beaucoup de gens commençaient à m'en demander. Je disais, non, c'est pas mon métier. Puis comme j'avais plus d'emploi, je me suis dit, je me lance, on verra bien. Et voilà. J'ai appris vraiment tout seul. C'est la passion de l'histoire qui m'a fait m'y mettre. Faisant de la reconstitution historique, il me fallait des chaussures, et puis les chaussures que je voyais qui étaient fabriquées me convenaient pas trop, donc je les trouvais pas assez historiques à mon goût. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai vu des documents sur la fabrication des chaussures médiévales, vu que je faisais surtout de la reconstitution médiévale à l'époque. Et j'ai appris, je me suis dit je vais essayer, j'ai commencé comme ça. J'ai toujours appris limite par moi-même très souvent, donc j'ai une relative facilité à apprendre. Quand quelque chose me plaît et me passionne vraiment, j'ai tendance vraiment à pouvoir apprendre assez facilement avec des livres, moi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai appris par les livres. Le jonglage, donc la cordonnerie, enfin voilà. Il y a... Un pourpoint, ouais, c'est milieu Renaissance, 1560. C'est un modèle anglais, l'original se trouve au musée de Londres. Je suis amené aussi à faire de la décoration sur cuir, je fais aussi de la gravure sur cuir, donc voilà, je suis un peu multicarte. Moi je rentre pas trop dans les cases, je rentre dans plein de cases à la fois. Comme la reconstitution historique, donc c'est déjà un secteur de niche, hein, c'est vraiment un milieu de passionnés. Il y en a qui sont comme moi, qui sont sur les camps, qui sont passionnés par l'histoire, qui se mettent à travailler le cuir pour s'occuper sur un camp entre les combats, des fois on s'ennuie, donc c'est comme ça que j'ai commencé moi. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui font à titre privé déjà, de leur côté, sur les campements, qui refont des chaussures aussi, qui s'y mettent aussi. Et dans le lot, potentiellement, il y en a qui peuvent tenter l'aventure de se mettre pro, mais c'est vraiment, faut être maso, honnêtement. Non, faut pas se mentir, faut vraiment être masochiste. Que j'utilise. Ah, okay. Donc ça, voilà, c'est des livres d'archéologie spécifiques sur la chaussure. Sur l'histoire de la chaussure. Moi-même, je m'impose des restrictions vraiment d'aller vers le plus historique possible. J'essaie de m'écarter le moins possible des patrons historiques, de ce qu'on retrouve en fouille archéologique. Les seules incartades historiques que je me permets, c'est que je prends les versions modernes des outils. C'est-à-dire que je vais découper tout bêtement au cutter moderne. Historiquement, je devrais tout faire, pour le Moyen-Âge en tout cas, je devrais tout faire avec cet outil-là. Avec la laine pour percer le cuir, le tranché pour couper le cuir. Voilà, je devrais tout faire avec ça. Ça, c'est une réplique d'un tranché du XIVe siècle, retrouvé à Londres. Qui a été refait par un ami coutelier spécialisé dans le matériel historique. Parce qu'on est plein d'artisans qui travaillent pour ce domaine-là, vraiment spécifique. Parce qu'on n'est pas non plus excessivement nombreux, donc même au niveau européen, par exemple ceux qui fabriquent des chaussures, vraiment hyper historiques comme moi, en France on est très très peu, mes confrères sont plutôt à l'étranger, on se connaît tous plus ou moins à force. Hein. On a d'ailleurs souvent même des bons rapports, parce que quand on se rencontre on parle plus chaussures qu'autre chose. Hein. quasiment que le cuir, de temps en temps de la fourrure pour certains modèles de chaussures, mais même si c'est beaucoup plus rare les chaussures en fourrure. Le tissu aussi, parfois. Donc majoritairement ça va être de l'ovin ou du bovidé. Ou aussi, pour d'autres pays, notamment les pays nordiques, on va pouvoir utiliser du phoque, du renne, des genres d'animaux comme ça. Mais en tout cas, nous, pour l'Europe, c'est plutôt de l'ovin ou du bovidé. Suivant les périodes historiques, il y a des moments où ça va changer en fonction de l'évolution de l'agriculture. Vers le 14e, on va commencer à développer l'élevage des bovidés, mais pour la viande. Donc du coup, on va avoir tout de suite beaucoup plus de peaux de bovidés. Dans une peau de vache, on peut faire plus de chaussures, donc du coup, forcément, ça va devenir un peu le cuir standard pour faire les chaussures. Et la chèvre qui avant était réservée aux gens du peuple et les bovidés aux nobles, ça va s'inverser. On va faire le contraire, vu que les chèvres, ça va être beaucoup moins... il y aura toujours autant de peau, parce qu'on en utilisera encore, mais ça sera moins intéressant. Vu que dans une peau de chèvre, on fait moins de chaussures, ça va devenir un peu plus cher. Et voilà, les tarifs vont changer aussi. Alors cette chaussure s'appelle une chopine. C'était porté à la Renaissance, donc 16e, 17e siècle.
C'était utilisé par les courtisanes. Alors ça, c'est un modèle espagnol. Plus souvent, on voit les versions vénitiennes, donc qui sont beaucoup plus hautes, elles peuvent aller jusqu'à presque 50 cm de haut, et elles ont surtout une forme caractéristique en sablier. Donc ça leur permettait d'être plus grandes, qu'on les repère de plus loin. Alors sachant qu'à l'intérieur, c'est du liège, pour donner de l'épaisseur, et surtout pour que ça se tienne un peu, parce que sinon, ça s'écroulerait. Alors ça, c'était vraiment pour les courtisanes, hein, donc c'était pour qu'elles aillent au bal, aux soirées, pour qu'on les repère. Celle-là, c'était purement un modèle qui m'intéressait. Habituellement, il y a des modèles que je fais vraiment, je travaille surtout à la commande, moi je fais vraiment que à la commande. C'est des particuliers, mais c'est des personnes qui sont passionnées d'histoire, qui font donc ce qu'on appelle de la reconstitution historique. Donc on les voit, on connaît surtout le côté médiéval de la reconstitution historique avec le principe des fêtes médiévales, où on voit des campements avec des gens habillés, mais en réalité, toutes les périodes de l'histoire sont reconstituées. Vraiment, ça va même de la préhistoire jusqu'aux guerres les plus récentes. Bon, à la base, c'est surtout de la reconstitution militaire qui était faite, parce que c'est venu, au tout départ, les premiers actes de reconstitution historique, ça a été fait par des militaires, mais depuis, c'est devenu, on reconstitue tout le côté civil, ça a vite pris le pas que le côté purement militaire. C'est vraiment un milieu de passionnés. Il y en a qui sont comme moi, qui sont sur les camps, qui sont passionnés par l'histoire, qui se mettent à travailler le cuir pour s'occuper sur un camp entre les combats. Des fois, on s'ennuie, donc c'est comme ça que j'ai commencé, moi. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui font, à titre privé déjà, de leur côté, sur les campements, qui refont des chaussures aussi, qui s'y mettent aussi. Et dans l'eau, potentiellement, il y en a qui peuvent tenter l'aventure de se mettre pro, mais c'est vraiment, faut être maso, honnêtement. Non, faut pas se mentir, faut vraiment être masochiste.